savoir ton opinion. Si la maladie, ce n'est pas la résolution, si on laisse la maladie s'exprimer, si ça ne sera pas une manière de résoudre ces émotions qui sont enfouies. Non, parce que, en fait, ça vient dire qu'il y a conflit. Et que le conflit est actualisé par la maladie. Mais tant que la personne n'a pas les prises de conscience qui vont avec, ça va rester comme un message. Donc, une personne, par exemple, qui a un cancer, et que le cancer, il est vraiment, le met dans des situations difficiles, c'est la souffrance, etc. Ce message n'est pas quelque part transmuté par la maladie. Non. Il faut vraiment que les gens s'en occupent. Oui. Donc, ce qui se passe, ce que j'ai constaté pas mal de fois, c'est il y a des personnes qui n'entendent pas les messages du psychisme, et à force de ne pas l'entendre, à un moment donné, elle déclenche une maladie conséquente, par exemple un cancer. Ça vient dire à la personne qu'elle doit se réveiller, elle doit lutter pour sa vie, elle doit faire quelque chose. Alors j'ai réalisé qu'il y a pas mal de personnes qui ont des espaces de réhabilitation de leur santé pendant un moment parce qu'elles décident de se battre pour leur vie. Ça, c'est une première réaction qui est extrêmement importante, c'est d'être déterminé à vivre, c'est-à-dire déterminé à résoudre les problèmes qui sont en train de réduire mon espérance de vie. Mais ça, c'est une énergie de type yang. Alors, du coup, les personnes vont devenir combatives et vont prendre en charge une part de la responsabilité de ce qui leur arrive, une part, voire la totalité. Mais, à l'arrivée, la vraie résolution, c'est quand elles vont pouvoir passer d'un mode yang à un mode yin, et le mode yin, c'est quoi? C'est pouvoir accueillir toute la charge émotionnelle qui est à l'origine de la maladie, toute la charge émotionnelle dont la maladie se fait l'expression. Et si je ne peux pas m'abandonner à toutes ces émotions qui reviennent pour qu'elles me quittent et amènent la conscience nécessaire à ce que la maladie me quitte, je peux aussi mourir d'avoir décidé de me battre pour vivre. Parce qu'à un moment donné, je dois m'abandonner à ma propre histoire pour qu'elle puisse me quitter et qu'elle puisse me laisser libre de tout ce qui me polluait, que ce soit au niveau spirituel, psychique ou physique dans le cas du cancer. Donc c'est vraiment très très important d'avoir une rénovation à tous les niveaux. D'accord. Ok. Et les gens qui sont qui ont des maladies et qui changent la manière de vivre, ils ont une santé, comment ça s'appelle, une hygiène de vie qu'ils n'avaient pas avant, qui mettent plein de choses en place pour traiter cette maladie de manière naturelle, ça ne marche pas non plus. Si, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que il y a, en fait, par rapport à un problème d'une blessure, en fait, il y a deux choses qui permettent de guérir la blessure. C'est que si, à l'époque, j'ai vécu un traumatisme, c'est parce que je n'avais pas assez de ressources que pour faire autrement que de me figer et de refouler toutes ces émotions. Donc c'est un problème de qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour traverser l'épreuve. Si l'épreuve émotionnelle est supérieure aux ressources que j'ai pour la traverser, alors je vais figer, je vais refouler. Donc, quand ma vie va continuer à se développer, je vais accumuler de nouvelles ressources qui vont faire que je vais être plus fort que le jour où j'ai vécu le traumatisme. Mais ça n'est pas parce que toutes les ressources sont accumulées que le problème disparaît. Il faut à un moment donné que j'utilise les ressources en question et que je les ramène à l'endroit du problème pour changer, que réactualiser aujourd'hui l'épreuve qui s'est produite dans le passé. Quand une personne est malade, elle a aussi besoin de ressources pour s'attaquer au problème qui est à l'origine de la maladie. Et donc le fait de changer complètement son hygiène de vie, ça va amener énormément de ressources. Et ces ressources peuvent être des espaces de compensation de l'énergie qui est perdue en permanence parce que les émotions foulées privent la personne d'une certaine quantité d'énergie. Je vais m'exprimer autrement. Si je suis quelqu'un qui était traumatisé avec la peur de tout, sans m'en rendre compte, peut-être, je vais vivre en étant dans un état de vigilance permanente avec tout ce qui m'entoure. Mais cet état de vigilance permanente consomme de l'énergie. Énormément. Donc je vais être très fatigué, donc je peux me retrouver dans un état de burn-out. Donc soit pour soulager cet état, je résous mon problème de peur de tout
et donc j'ai plus besoin d'être dans de la vigilance, et donc j'ai plus besoin de consommer cette énergie, ou je me mets à manger des fruits et légumes bio, prendre des pilules pour augmenter ma vitalité, enfin faire du sport, je vais faire plein de trucs, mais ça va m'apporter l'énergie nécessaire à ce que mon niveau de vitalité soit plus élevé. Mais cette énergie, elle est quand même consommée par la vigilance que je maintiens tous les jours. Donc ça vient compenser, ça vient aider, mais ça ne vient pas résoudre. Donc, pour conclure, il faut s'occuper de ces blessures. Il n'y a pas de manière, comment ça s'appelle, compensatoire possible. Non, il n'y a pas de manière compensatoire. Sauf si, de nouveau, la personne n'a pas un niveau de conscience tel que elle soit impliquée dans une démarche de transformation au niveau psychologique. Si son niveau de conscience est vraiment très bas, alors elle va avoir un problème physique auquel une réponse physique sera suffisante. Mais si son niveau de conscience est tel que ce problème physique, elle perçoit que ça a des implications au niveau psychique et au niveau spirituel, alors il faudra une réponse physique au niveau physique, et il faut une réponse psychologique et une réponse spirituelle aussi, à tous les niveaux. Donc on pourrait dire que plus le niveau de conscience de la personne augmente, moins les réponses uniquement physiques seront satisfaisantes. D'accord. Ok, je comprends. Je voudrais que nous parles aussi de ton travail, de la manière comment tu travailles. Je viens de faire une séance avec toi et c'est vrai que tu as une manière très particulière de travailler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes méthodes? Alors, donc comme j'expliquais tout à l'heure, quand j'ai réalisé que j'étais vraiment très très mal en point et que les premières émotions de ce qui était refoulé et traumatique est revenu à la surface, j'ai pas pu les accueillir. Je n'avais pas les ressources nécessaires. Et le seul moyen que j'ai eu de canaliser l'énergie, c'est de passer par la fuite dans des transes avec des animaux de pouvoir. Bon. Au fil des années, en mettant de l'ordre là-dedans, je me suis d'abord occupé de toutes mes émotions, qui surgissaient les unes après les autres, donc j'ai fait du travail de nettoyage très très conséquent pendant des années, et en même temps, j'ai continué à développer le don que j'avais des états de transe. Donc, ça aboutit à quoi? Ça aboutit que d'une part, j'ai énormément cartographié tous les endroits de blessures qu'on peut avoir, et probablement que, étant destiné, mon âme ayant décidé de venir probablement faire du travail d'aide et de guérison chez les humains, je me suis retrouvé à l'endroit d'un humain fortement blessé et abîmé de toutes parts, puisque le seul moyen d'avoir de l'expérience, ça commence par soi. Donc plus je pouvais être blessé au niveau psychique, plus j'avais des chances que toutes les personnes que je rencontre, j'ai une idée des souffrances qu'elles peuvent vivre, puisque j'en aurais traversé vraiment beaucoup, beaucoup. Donc ça n'a vraiment pas été drôle pendant des années, j'ai traversé des tonnes et des tonnes et des tonnes de souffrances. Mais en même temps, j'ai continué à cultiver le don que j'avais pour les états de conscience modifiés. Ce qui fait que maintenant, quand une personne vient, le simple fait de la toucher, je rentre dans un état de médiumnité profonde avec son inconscient, et tous les endroits où dans l'inconscient, il y a du chaos lié à des émotions foulées, j'ai des traces en moi d'être passé par là, et donc je peux en quelques secondes directement dire ce dont souffre la personne, non pas en termes de symptômes perçus à l'extérieur, mais en termes de causes profondes dans l'inconscient. Quel est l'endroit où l'inconscient est bloqué par des refoulements et des figements, et pour lesquels il a besoin d'aide? Alors de nouveau, ce n'est pas la technique qui fait qu'on aide une personne, c'est le niveau de profondeur auquel le thérapeute est allé dans ses propres blessures qui va déterminer l'endroit où il va pouvoir aller aider le patient à guérir. Donc, si j'ai un outil gigantesque... C'est comme un guide de montagne, en fait. C'est comme un guide de montagne. Il peut t'emmener là où il est passé déjà. C'est clair. Et si une personne est perdue en montagne et qu'on lui envoie quelqu'un qui a juste un diplôme de géographie mais qui n'a aucune expérience en montagne, la personne va sentir que ça ne va pas aller, elle ne va pas le suivre. Donc, je peux avoir un diplôme d'un outil gigantesque. Si je n'ai jamais creusé dans mon propre inconscient pour aller déloger certaines blessures, cet outil-là, il ne va pas servir à grand-chose parce que le niveau de profondeur auquel je vais pouvoir aller amener les gens pour les guérir ne va pas être supérieur à la profondeur dans laquelle je suis descendu moi. Donc c'est capital qu'une personne qui se dit guérisseur soit allée en profondeur dans toutes les ondes de son inconscient pour aller nettoyer, parce que c'est ça qui fait que l'inconscient de la personne va lui donner les clés de tous les endroits où il est calé. Sinon, l'inconscient va se protéger en envoyant des signaux de fumée qui vont leurrer le pseudo-guérisseur, et donc il y aura des aménagements qui seront faits en surface,
mais jamais en profondeur. Tu sais, j'avais cette même, j'avais ta même vision des choses qu'on pouvait mener une personne jusqu'à l'endroit où on avait, nous, arrivé. Hein. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu une dame en session qui, devant moi, dans la science, cette dame s'est roulée par terre comme dans une espèce d'extase mystique. Hein. Et quand après je l'ai revue, elle m'a dit, depuis je suis hyper heureuse, je vois les couleurs de la lumière différente, etc. Et moi, je ne suis pas allée à cet endroit. Non, mais ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que je ne suis pas nécessairement allé à tous les endroits où les personnes sont allées. Mais en termes de profondeur de blessure, je sais que je suis allé à un endroit suffisant pour que ma propre expérience puisse servir d'espace de sécurité pour que la personne fasse l'expérience d'elle-même. D'accord. Je vais dire ça autrement. Si je crois que j'ai fait plein d'expériences et que je veux en faire profiter des personnes au cours d'un stage, si je fais preuve d'ego un peu démesuré, je risque d'ouvrir des espaces dans lesquels certaines personnes vont aller à la rencontre d'elles-mêmes dans des endroits qui sont hors du champ de mes propres expériences. Et donc, ça va me déborder, et donc le stage va partir en vrille, et je vais être submergé par peut-être des réactions émotionnelles en chaîne que je n'arriverai plus à contenir. Donc ce qui fait la sécurité des stages que j'anime, donc je peux au cours d'un stage mettre 50 personnes en état de transe en même temps. Ce qui fait leur sécurité, c'est parce que dans les états de transe dans lesquels je suis allé à des niveaux de profondeur qu'il y a peu de chances que les participants du stage rencontrent juste en une fois. Donc c'est juste la qualité, la profondeur et la quantité de mes expériences qui sert d'espace de sécurité pour que les personnes s'expérimentent elles-mêmes. Mais c'est clair que je n'ai pas vécu toutes les expériences que toutes les personnes ont vécues. J'ai vécu des choses de type similaire, en tout cas en termes d'intensité. Et donc il est très possible que la personne, elle vit un état d'illumination parce que tu lui offres un espace qui est sécurisant pour qu'elle puisse faire cette expérience-là, et peut-être que toi, tu as déjà vécu un espace comme celui-là, mais qui n'est pas venu à ta conscience, mais tu as en tout cas l'énergie suffisante que pour le vivre. Tu peux très bien avoir des liens de médiumnité, de vision, de connexion à plein de choses qui ne sont pas encore venus à ta conscience, mais c'est là. C'est déjà dans les potentialités de ton être. Donc la personne, elle va trouver un espace de sécurité là-dedans. Pour se révéler elle-même. Tu lui offres l'espace qui est suffisamment sécurisant pour qu'elle se révèle elle-même. D'accord, je comprends mieux. Et donc, il est possible que son inconscient ait perçu ça et se soit dit, c'est le moment parce que ici, l'espace pour moi, il est propice, il est sécurisant, donc je vais libérer ce possible-là. Et la personne vit ce possible-là. Je trouve que dans le travail de blessure, on peut trouver vraiment tout. Oui, bien sûr. Tout est là. Ouais. Le corps garde la mémoire de toutes les blessures sous forme émotionnelle, mais pas nécessairement sous forme de mémoire visuelle. Parce que la fixation d'un événement dans la mémoire se fait par le biais de connexions neuronales. Or, les neuroscientifiques parlent beaucoup de ce qu'ils appellent la plasticité du cerveau. Ça veut dire que le cerveau est en état de changement permanent, hein, et plastique, ça s'oppose à élastique. Un élastique, je tire dessus, je lâche, ça revient à son point de départ. Plastique, c'est je prends de la plasticine, je la déforme et elle reste déformée. Donc les connexions neuronales, en fait, elles bougent sans cesse. Et la mémoire, dans la mémoire visuelle des expériences, se transforme en permanence. Et donc, j'ai un peu de mal à être persuadé qu'on peut se souvenir de tout. On peut souvenir des ouverture, hein, oui. Par exemple, pendant que je libérais des émotions douloureuses chez moi, me sont venues des scènes où j'ai eu la vision de choses où c'est, à mon sens, moralement et matériellement impossible que ça ne me soit jamais arrivé dans ma famille. Pourtant, je l'ai vécu. Et donc, ce que je pense, c'est que ce qui est juste, c'est l'émotion. J'ai vraiment vécu cette émotion-là. Mais les images qui me sont revenues pendant que je vivais cette émotion-là,
je ne suis pas sûr que c'est les vraies. C'est des images que mon cerveau renvoie, ou mon inconscient renvoie parce qu'elles sont acceptables, et qu'entre-temps elles ont été déformées, moulinées, pour quitter leur aspect hyper traumatique, que, quelles que soient les ressources, je ne pourrais quand même pas les accueillir. C'est comme le décor des émotions. Oui, c'est juste un décor acceptable. Donc, pour moi, la chose la plus importante, c'est que le fil rouge qui mène à la blessure, c'est l'émotion. Ce n'est pas les images et le souvenir qu'on en a. Il se peut même que les images qui vont subvenir quand on va libérer la blessure sont à des lieux, des événements qui, à l'origine, ont créé la blessure. Simplement parce que, d'une part, ça se transforme dans le cerveau, et d'autre part, parce que l'inconscient ne va mettre à notre disposition que des souvenirs qui soient acceptables, pour ne pas recréer le traumatisme. D'accord. Ok, je comprends mieux. Est-ce que pour toi, toutes les blessures, sans exception, parce qu'il y a des gens qui ont souffert des choses terribles, sont guérissables? Alors, conceptuellement, je pense que oui. Parce que, mais de nouveau, c'est juste une croyance. Donc là, je n'ai pas la preuve en main, c'est juste une croyance. Mais que la part de conscience qui vient au moment de la naissance, l'âme qui accompagne la naissance, hein, a déjà vibratoirement des problèmes à résoudre et vient avec les moyens de les résoudre. C'est juste une croyance, hein, mais c'est une croyance qui donne la chance à tout le monde, à savoir, une personne ne peut pas vivre des problèmes supérieurs à la capacité qu'elle a de les résoudre. Ouais. Donc, j'ai cette croyance-là très forte en moi, parce qu'autrement, il y a longtemps que j'aurais abandonné dans la tâche que je me suis donnée de réparer mes blessures pour me sentir beaucoup mieux. Parce que certaines me semblaient vraiment insurmontables. Donc si je pense, avant de démarrer, que certaines sont insurmontables, je risque de me limiter. Donc, c'est juste ma croyance, je pense qu'on n'est pas confronté à des épreuves supérieures à la capacité qu'on a de les résoudre. C'est logique. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça aide. Ton cerveau d'ingénieur Oui. qui a fait le dessin. Oui, et d'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai souvent tendance à dire à des personnes parfois qui me posent des questions qui sont un peu, qui auraient tendance à appeler à des réponses un peu mystiques, je dis, je ne sais absolument pas si ce que je raconte est vrai. Mais jusqu'à présent, ça marche et c'est reproductible, donc ça me suffit. Je n'ai pas besoin de savoir, par exemple, est-ce que les vies antérieures, ça existe? Si à un moment donné, j'ai une information et que je pense qu'elle vient d'une vie antérieure, eh ben, je la prends et je vérifie et je fais avec. Mais je ne donne pas plus de crédit que ça à la vie antérieure. Que ce soit vrai ou pas, ça n'a pas d'importance. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça améliore ma qualité de vie aujourd'hui? Le reste, je n'ai pas besoin de savoir si c'est vrai ou pas. Justement, sur les vies antérieures, j'ai envie de te poser une question. Et on parle beaucoup des vies antérieures, etc. Mais de mon point de vue, dans cette vie, il y a tout. C'est comme le condensé de toutes les expériences que nous avons vécues à jamais. Hein. Est-ce que tu as cette même vision ou tu as une autre? Alors, d'abord, j'ai lu, je ne sais plus si j'ai lu ou c'est en discutant avec des Jungiens, etc., mais que pour Jung, la notion de vie antérieure n'existe pas, par exemple. Hein, et que ce qui serait plus juste de dire, c'est que ce sont des morceaux de conscience qui se regroupent et qui sont donnés comme une graine à une personne qui naît et qu'elle devra développer cette conscience-là. C'est le même concept que Castaneda avec l'aigle. L'aigle, c'est ce qui se nourrit de conscience, et chaque fois qu'un nouvel être humain arrive sur Terre, l'aigle donne une parcelle de conscience que l'humain va faire grandir au travers de son vécu, et au moment de la mort, la conscience retourne à l'aigle. C'est aussi, je pense, ce avec quoi fonctionne le bouddhisme. C'est un flux de conscience. Et donc, c'est pas sûr qu'une personne ait vécu 10 vies antérieures et que le résumé de ces 10 vies-là se trouve inscrit en elle. C'est peut-être 10 morceaux de vie différentes qui viennent constituer son âme au moment où elle s'inscrit dans cette vie-ci. C'est peut-être pas la même personne qui a vécu les 10 vies, c'est peut-être 10 morceaux de vie différentes qui n'ont rien à voir entre elles, mais que la personne interprète comme 10 vies à elle. Mais qui ont à voir avec la personne ou pas? Peut-être pas. Peut-être pas. Cependant, que ce soit un vécu linéaire de vie après vie qui arrive jusqu'à moi, ou que ce soit des bouts de vie de plein d'autres personnes qui me constituent,
dans un cas comme dans l'autre, le seul moyen d'en faire quelque chose, c'est que ça se réactualise dans cette vie-ci. Et donc, si dans la vibration de mon âme, il y a par exemple une blessure de trahison, le seul moyen que je puisse m'occuper dans cette vie-ci de résoudre un problème de trahison, c'est de revivre au moins dans cette vie-ci une trahison qui produise un résultat traumatique. Et donc, je n'ai pas besoin d'autre chose que cette vie-ci. De toute façon, je ne peux travailler que sur de la matière et de l'énergie. Et la matière, c'est mon corps, et l'énergie, c'est les émotions qui viennent manifester, par exemple, de ce traumatisme de trahison. Donc même si ça me vient d'une autre vie, même si ça vient de la vie de quelqu'un d'autre, je ne sais quand même rien y faire, sauf nettoyer les blessures de cette vie-ci qui se sont réactualisées parce que l'âme s'est réincarnée ou s'est incarnée avec des bouts des uns et des autres, et ça s'est actualisé dans cette vie-ci. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, ça ne me sert à rien du tout d'essayer d'aller réparer des choses dans d'autres vies ou de faire allusion à d'autres vies. Pour moi, c'est aussi une manière d'éviter et de fuir. Tout se trouve dans celle-ci et on sait faire avec. Même si l'origine peut venir d'ailleurs. Mais la résolution, ce sera dans celle-ci. C'est pas possible autrement. En fait, c'est ça que j'allais te demander, c'était ma prochaine question. Et j'ai connu des personnes qui, quand ils me racontent leur histoire, ça ne colle pas avec les blessures qu'ils ont. Je connais une personne qui est venue récemment à ma consultation avec des autosabotages, mais tels que je me suis dit, comme elle m'explosait ici, elle était violée, abattue, mais c'était un enfant tout à fait normal, très aimé. Lui-même, il m'a dit, je ne sais pas d'où tout ça vient. Et pour plus que j'ai cherché avec lui, on n'a pas trouvé de si grave par rapport aux blessures qu'il a. Donc, quelle explication ça peut avoir? Bon, en fait, donc, l'état des recherches scientifiques aujourd'hui montre que si une femme est violée pendant sa vie et qu'elle n'a pas l'occasion de faire de la thérapie et pour faire le deuil de tous les traumatismes liés au viol, hein, on le retrouve au moins 2 générations plus loin dans l'ADN des personnes qui suivent. La transgénérationnelle. Donc ça se transporte. Hein, donc la trace est inscrite. De nouveau, comment la personne elle prend conscience de la trace? Parce que ça se révèle dans sa vie. Tant que ça ne se révèle pas, elle n'a pas l'occasion d'y travailler. Et donc, imaginons une personne qui, dans son ADN, a des traces de traumatisme de viol. Ce que ça va faire par effet d'attraction, la note physique, hein, action égale réaction. Si je pousse sur un objet, il va se déplacer. Donc il y a des jeux de miroir et d'interaction. Si la personne a en elle un chaos de type viol, elle va attirer à elle un viol pour l'actualiser, pour le résoudre. Mais elle peut très bien ne pas attirer, aimanter sur elle une vraie scène de viol. Elle peut très bien, à un moment donné, dans un état de fragilité émotionnelle, voir une scène de viol à la TV. Et cette scène de viol à la TV, venir heurter les traces de fragilité, de blessure inscrites en elle, et faire en sorte que dorénavant, la personne vivra la réalité traumatique de quelqu'un qui était violé, alors que personne ne l'aura jamais touché. Et donc, il peut y avoir ça à des niveaux multiples. Et donc, ça m'arrive régulièrement de rencontrer des personnes qui ont des traces de dissociation, de grosses blessures sexuelles, et à qui, dans la mémoire accessible de leur vie, il y a trace de rien. Mais il n'y a pas besoin d'avoir vécu un vrai acte de viol pour souffrir d'un traumatisme de viol. C'est juste des questions de charge émotionnelle et de niveau acceptable par rapport à cette charge ou pas. Imaginons que pendant que vous êtes enfant, ta meilleure amie vit un viol. Et elle est dans un état de chaos et de démantèlement psychique colossal. Et au même moment, toi, tu es dans un état de fragilité par rapport à une blessure d'abandon, que sais-je. Eh bien, le chaos émotionnel de l'une peut très bien produire des effets sur l'autre. Ce n'est pas un transfert du problème. C'est juste que l'état de fragilité dans lequel tu pourrais être ne serait pas suffisant que pour accueillir sereinement l'état dramatique dans lequel se trouve l'autre. Et donc, il y aura des traces de choc émotionnel par rapport à un viol.
pas que toi tu aurais été violé, mais tu auras vécu une expérience liée à un viol. Et donc tout ça va rester inscrit et ça devra aussi être nettoyé un jour. De toute façon, il y a aussi tous les, il y a aussi tous les empreintes de l'inconscient collectif en nous aussi. Bien donc sûr. ça peut s'expliquer. Donc on n'a jamais fini. Oui. Ce que tu disais au début. Ouais. Conclusion, oui. Oui. Mais pour finir avec une note plus optimiste, parce que ça donne l'impression aux gens que c'est un travail à jamais fini. Moi, je suis convaincue qu'il y a une couche de souffrance, une première couche, que c'est quand les gens sont dans de grosses souffrances. Mais que même si on va toujours continuer à nettoyer ces blessures, une fois passé cette couche de souffrance, on peut continuer ce travail d'une manière voir ce travail comme un chemin et pas comme une corvée. Bah, si on prend, on peut prendre une image avec une ligne droite qui part de 0 à 100. Hein, dans un schéma, alors ça va de 0 à 100 et il y a une droite qui part en diagonale. Alors au début, on pourrait dire, j'ai 100% de problèmes et 0 joie de vivre. Hein, alors je résous 10%, je résous 10% de mes problèmes, je me retrouve avec 90% de problèmes et 10% de joie de vivre. Mais j'ai déjà plus d'énergie. Alors cette énergie-là, je la mets au profit des 10% suivants. Et donc progressivement, je vais être quelqu'un qui va passer de 100% de problèmes, de souffrance, à 100% de bonheur de vivre. Alors ça, c'est deux extrêmes, ça n'existe pas, mais on va peut-être passer de 20 à 80. Et donc ça veut dire que la qualité de vie va aller grandissante, les moments de bonheur vont aller grandissant, l'intensité va aller grandissante, etc., etc., etc. Et je pense surtout, plus la personne, avec responsabilité et simplicité, s'attaque à ses blessures, plus elle grandit en humilité et en simplicité. Et donc, l'ego, l'orgueil, tout ça diminue, 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 et plus l'orgueil d'une personne diminue, plus elle est en vraie relation avec ce qui l'entoure. Et c'est la qualité de la relation avec ce qui entoure qui crée la joie de vivre. Donc, au fur et à mesure où on va réparer ces blessures-là, plus il va y avoir de la joie de vivre, tout en sachant que nous sommes toujours imparfaits. Mais bon, on peut être très heureux et faire des bons repas et des grandes fêtes et avoir des moments très agréables, tout en étant imparfaits. Et Philippe, nous n'avons plus de temps, ni moi non plus, d'ailleurs j'ai en train à apprendre, mais j'ai passé un très très bon moment et j'espère que les gens qui sont en train de nous regarder aussi. Et juste pour finir, comme tu expliquais, la dernière explication que tu as faite, ça me ressemblait à un jeu. C'est le jeu de la vie en fait. Oui. Donc prenons nos blessures plutôt comme un jeu, comme des défis que la vie nous met, parce que nous avons la capacité, comme tu disais, de les dépasser. C'est clair que si on voit la vie comme un jeu, et qu'en plus on a de l'humour même quand on perd, ça va être plus facile que si on a l'impression d'être une marionnette passive et qui subit tous les aléas en ayant le choix sur rien du tout. C'est clair. Donc, jouons avec humour. Voilà. Merci et à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir.